Imaginez ceci, un violon brisé, une petite fille affamée et une salle entière de l'élite parisienne riant de son malheur. C'est l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Une histoire de préjugés, de cruauté et d'une vengeance si douce qu'elle vous laissera sans voix. Préparez-vous à voir le monde à travers les yeux de ceux qui sont ignorés et à découvrir comment une simple mélodie peut faire tomber les masques les plus élégants. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Le grand salon de l'Hôtel Royal, en plein cœur de Paris, scintillait de mille feux. Des lustres en cristal répandaient une lumière douce sur des robes de soirée somptueuses et des costumes sur mesure. Le parfum des roses fraîches se mêlait à celui des eaux de Cologne coûteuses, créant une atmosphère d'opulence et d'insouciance. C'était le gala annuel de la fondation Lumière d'Espoir, censé récolter des fonds pour les enfants défavorisés. Ironie du sort, l'organisatrice de l'événement, Valérie de Montaigne, incarnait à elle seule l'arrogance de cette élite. 45 ans, un chignon parfait, des bijoux qui valaient une fortune. Elle se déplaçait avec l'assurance d'une reine, son sourire figé dissimulant un mépris profond pour tout ce qui ne correspondait pas à son monde doré. Elle discutait avec des banquiers et des célébrités, son verre de champagne à la main, quand une ombre inattendue coupa court aux conversations. Une petite silhouette, à peine visible dans l'entrée du salon, attira l'attention. C'était Chloé, une fillette d'environ 12 ans, aux grands yeux sombres et au visage émacié. Ses vêtements simples, et un peu trop grands, contrastaient brutalement avec l'éclat de la salle. Elle serrait contre elle un vieux violon usé dont le bois laqué était rayé et terni. Sa voix, à peine un murmure, résonna dans le silence soudain. Puis-je jouer pour manger, juste une chanson pour mon petit frère, Léo, il est malade et il a faim. La question, si simple et si désespérée, frappa la salle comme une note dissonante. Les rires cessèrent, les conversations s'éteignirent. Tous les regards se tournèrent vers la fillette, comme si elle était une apparition venue d'un autre monde. Valérie de Montaigne, alertée par le silence, se retourna, son sourire se figeant. Elle balaya Chloé du regard, de ses chaussures abîmées à ses cheveux emmêlés, avec un dégoût à peine voilé. Mais comment cette enfant est-elle entrée ici? Où est la sécurité? Murmura-t-elle à une femme aux cheveux platines qui la rejoignait, serrant fermement sa pochette de marque. La femme hocha la tête avec une fausse compassion. C'est scandaleux. Elle va salir nos tapis persans. Valérie s'approcha de Chloé, ses talons claquant sur le marbre poli. Son sourire revint, mais il était teinté d'une condescendance glaciale. Ma chérie, ce n'est pas un endroit pour toi, c'est un gala de bienfaisance, pas une soupe populaire. Il y a un McDonald's à 2 rues d'ici, tu sais. Les rires le fusèrent de nouveau dans la foule, plus fort cette fois, comme une vague de mépris. Un homme en costume bleu marine se moqua, elle croit savoir jouer du violon. Elle ne sait probablement même pas où se trouve l'archet. Une autre femme, secouant la tête avec une fausse pitié, ajouta « L'imagination de ces enfants est si mignonne. Ils regardent une vidéo sur Instagram et pensent pouvoir tout faire. » Mais Chloé ne baissa pas les yeux. Ses grands yeux, pleins d'une lueur étrange, restaient fixés sur Valérie. Elle serrait son violon contre elle, comme un bouclier, et répéta, sa voix prenant une fermeté inattendue. « Je voulais juste jouer, juste une chanson. Mon petit frère Léo, il a une forte fièvre, et il n'a rien mangé depuis hier, s'il vous plaît. » Valérie, agacée par l'insistance de la fillette, croisa les bras. « Écoutez, ma petite, nous sommes ici pour la charité, mais il y a des limites. Nous ne pouvons pas transformer notre événement en cirque. Et puis, soyons honnêtes, que pourriez-vous bien jouer? Une comptine pour enfants. » Les rires redoublèrent, et Valérie sentit un plaisir cruel la parcourir. Elle adorait être le centre de l'attention, surtout lorsqu'elle pouvait démontrer sa supériorité morale. Un célèbre critique musical, M. Antoine Léger, un homme aux cheveux blancs et aux yeux vifs,
observait la scène depuis le fond de la salle. Il avait remarqué la dignité tranquille de la fillette, la façon dont ses doigts effleuraient inconsciemment les cordes de son violon, comme s'il jouait une mélodie invisible. Il y avait quelque chose dans son attitude qui le troublait, une confiance silencieuse qui semblait déplacée chez une enfant dans sa situation. Mais Valérie ne lui laissa pas le temps d'intervenir. « Très bien, ma chère, » dit-elle d'une voix dégoulinante de condescendance. « Puisque vous insistez tant, faisons un petit accord. Vous pouvez jouer, mais à certaines conditions. » La foule s'approcha, sentant qu'un spectacle cruel allait se dérouler. « Première condition, » annonça Valérie, en levant un doigt parfaitement manucuré. « Vous ne jouerez qu'une seule chanson, et c'est nous qui la choisirons. Deuxième condition, si vous parvenez à jouer correctement, je vous offrirai personnellement un dîner complet pour vous et votre frère. Mais, fit-elle une pause dramatique, si vous échouez lamentablement, comme nous savons que ce sera le cas, vous quitterez cet endroit immédiatement et ne reviendrez plus jamais importuner des personnes respectables, et vous ne demanderez plus jamais d'argent à quiconque ici. » Une femme plus âgée, au fond du groupe, murmura « Quelle cruauté !» mais sa voix fut étouffée par les rires approbateurs des autres invités. Chloé resta immobile, ses yeux fixés sur Valérie. Elle accepta d'un signe de tête. Ce qu'elle ignorait, c'est que chaque mot, chaque rire, chaque geste de mépris était enregistré, non seulement par les caméras de surveillance de l'hôtel, mais aussi par un petit appareil dissimulé dans le sac à dos de Chloé, et que cette scène allait bientôt être vue par des millions de personnes. « J'accepte, » dit simplement Chloé, sa voix claire et ferme, étonnant même Valérie par son assurance inattendue. Monsieur Antoine Léger, le critique musical, observait, fasciné. Il y avait quelque chose dans la posture de la jeune fille, dans la façon dont elle tenait son violon, qui l'intriguait profondément. En 40 ans passés à évaluer des musiciens, il avait développé un instinct pour reconnaître le véritable talent, et quelque chose chez cet enfant faisait vibrer ses sens d'expert, même si l'instrument semblait misérable. Valérie, elle, applaudit avec un sourire forcé. « Parfait. Maintenant, pour la musique. » Elle regarda autour d'elle, cherchant l'option la plus difficile et la plus humiliante possible. Son regard se posa sur un jeune homme, Pierre Dubois, un pianiste médiocre qui jouait souvent dans les bars branchés du Marais. « Pierre, mon cher, quelle pièce conviendrait à notre jeune artiste ?» Pierre, flatté par l'attention, sourit malicieusement. « Que diriez-vous de La Campanella de Paganini ? Un classique. Tous ceux qui ont touché un violon ont essayé de jouer ce morceau. Si elle sait vraiment jouer, elle devrait y arriver. » Ce choix fit rire la foule. La Campanella était une pièce d'une virtuosité démente, réputée pour sa difficulté technique extrême, même pour les professionnels. La jouer sur un vieux violon désaccordé était une blague cruelle, c'était le piège parfait. Si Chloé ne connaissait que les bases, elle essaierait et échouerait lamentablement. Si elle ne savait rien, elle ne pourrait même pas commencer. « Excellent choix !» applaudit Valérie. Une musique que tout enfant ayant déjà pris des cours de violon connaît. Il n'y a aucune excuse pour échouer. Chloé acquiesça et se dirigea vers le petit estrade où se trouvait un micro. Chaque pas semblait chargé d'une détermination silencieuse qui rendait certaines personnes au fond de la salle inexplicablement mal à l'aise. Une enfant de 12 ans ne devrait pas afficher autant de dignité face à une telle humiliation. Quand elle monta sur l'estrade, ajustant son violon à la hauteur parfaite avec des mouvements précis et familiers, Monsieur Léger sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'étaient pas les mouvements d'une débutante. « Regardez ça !» dit Valérie, à l'intention des invités les plus proches. Elle ne sait même pas tenir son violon correctement. Elle n'a probablement jamais vu un vrai Stradivarius de sa vie. Mais Monsieur Léger avait remarqué exactement le contraire. La posture droite, la façon dont les mains de Chloé flottaient au-dessus des cordes, dans une position classique parfaite, étaient des détails qui prenaient des années à maîtriser. Les souvenirs envahirent l'esprit de Chloé comme une vague. Sa grand-mère, Élise Moreau, avait été l'une des plus grandes violonistes de sa génération, une étoile montante dont la carrière avait été brisée
par un accident tragique et l'absence de soutien après la perte de son instrument de prédilection. Élise avait canalisé sa passion en enseignant à Chloé, transformant leur petit appartement du 18e arrondissement en un temple musical. La musique est notre langage universel, Chloé, disait souvent Élise en guidant les petits doigts de sa petite fille sur les cordes. Quand tu joues avec ton cœur, les gens écoutent avec leur âme, pas avec leurs yeux. Chloé avait passé d'innombrables heures avec ce violon, absorbant non seulement la technique, mais aussi la profonde compréhension musicale que seul un véritable maître peut transmettre. Après la mort de sa grand-mère, Chloé s'était retrouvée seule, son violon étant son seul héritage et son seul ami. « Nous attendons, » dit Valérie, tapotant du bout des doigts avec impatience. « Où avez-vous abandonné avant même d'essayer ?» Chloé prit une profonde inspiration et posa l'archet sur les cordes. Le toucher était comme de l'électricité. Après des mois sans avoir touché un véritable instrument, sentir les vibrations sous ses doigts était comme retrouver une partie perdue de son âme. La première note résonna dans la salle avec une pureté cristalline qui fit lever les yeux à plusieurs personnes. Surprise, ce n'était pas le son hésitant et amateur auquel on s'attendait. C'était une note jouée avec l'assurance de quelqu'un qui connaît intimement chaque nuance de l'instrument. Monsieur Léger s'approcha discrètement, sa curiosité professionnelle complètement éveillée. Cette première note avait été jouée avec une technique impeccable, une attaque précise, un vibrato parfait, un timbre contrôlé. Ce sont des détails que seules des années d'entraînement sérieux peuvent produire. Coïncidence, murmura Valérie, mais sa voix avait perdu un peu de son assurance précédente. Chloé entama la mélodie principale de La Campanella, et chaque note qui s'écoulait de son violon était comme un petit miracle. Il n'y avait aucune hésitation, aucune erreur technique. La musique jaillissait naturellement, comme si elle et l'instrument faisaient partie d'un seul et même organisme. Mais il y avait autre chose, une maturité émotionnelle dans l'interprétation qui laissa Monsieur Léger complètement stupéfait. La façon dont elle phrasait les passages mélodiques, dont elle contrôlait la dynamique, dont elle laissait le silence entre les notes parler autant que la musique elle-même, était l'œuvre d'une artiste mature et non d'une enfant sans formation. La salle était devenue complètement silencieuse. Les coupes de champagne restaient immobiles dans les mains des invités. Les conversations avaient cessé. Même les serveurs avaient arrêté de bouger. Tout le monde était hypnotisé par cette petite silhouette au violon, créant une musique d'une beauté inattendue et envoûtante. Valérie sentait une inquiétude grandissante dans son estomac. Cela ne se passait pas comme prévu. L'humiliation publique qu'elle avait orchestrée se transformait en quelque chose de complètement différent, quelque chose qui échappait totalement à son contrôle. Tandis que Chloé jouait, perdue dans la musique qui coulait à travers elle comme une force de la nature, une seule question résonnait dans l'esprit de toutes les personnes présentes. Qui était vraiment cette fille et quel secret sa musique était-elle sur le point de révéler? Monsieur Léger, lui, était en pleine réflexion. Il sortit discrètement son téléphone et commença à taper frénétiquement. Il cherchait un nom, un visage, une histoire qui pourrait correspondre à ce prodige inattendu. Il se souvenait d'une rumeur, d'une jeune virtuose disparue il y a quelques années. Il fit défiler des articles de presse, des photos, puis son regard s'arrêta sur une vieille coupure de journal, un article sur une enfant prodige du violon nommée Clara Moreau, dont la carrière avait été interrompue par un drame familial. La photo, bien que plus ancienne, ressemblait étrangement à Chloé. Son cœur se mit à battre la chamade. Ce qu'il vit sur cet écran allait changer sa vie pour toujours et celle de Valérie de Montaigne avec elle. Cette découverte était le début de sa vengeance, bien que personne ne le sache encore. Monsieur Léger, le cœur battant à tout rompre, ne pouvait détacher son regard de la photo de Clara Moreau sur son téléphone. Les mêmes yeux sombres, la même détermination farouche. C'était elle, sans aucun doute. La fillette qui jouait la campanella avec une telle virtuosité ne pouvait être qu'elle. Mais pourquoi se faisait-elle passer pour une enfant des rues? Et pourquoi ici,
dans ce gala de bienfaisance. Tandis que Chloé terminait un passage particulièrement virtuose, les invités, d'abord moqueurs, étaient désormais figés dans un silence respectueux, presque craintif. Valérie, elle, sentait la panique monter. Son plan d'humiliation se retournait contre elle. Lorsque Chloé acheva la pièce, la dernière note s'éteignant dans un silence absolu, elle garda son violon baissé, ses mains immobiles un instant, comme si elle hésitait à rompre le lien magique avec l'instrument. Puis, lentement, elle leva les yeux vers la foule. Il n'y avait plus aucune trace de la petite fille timide et affamée. À sa place, se tenait une jeune artiste, dont le regard brûlait d'une intensité inattendue. Monsieur Léger fut le premier à applaudir, ses mains claquant avec force dans la salle. Peu à peu, d'autres se joignirent à lui, jusqu'à ce que l'hôtel royal vibre d'une acclamation sincère. Valérie regarda autour d'elle, avec une panique grandissante. Sa tentative d'humiliation publique s'était transformée en une célébration du talent qu'elle avait tenté de nier. Pire encore, elle pouvait lire dans les yeux des autres invités une question qui la hantait. Si nous nous sommes autant trompés sur cet enfant, sur quoi d'autre nous sommes-nous trompés ? Chloé resta calme, laissant les applaudissements l'envelopper comme une pluie après une longue sécheresse. Mais derrière ses yeux, quelque chose se formait, non pas de l'arrogance, mais une compréhension croissante de son propre pouvoir. Elle avait prouvé son point de vue, mais ce n'était que le début. Monsieur Léger s'approcha, mêlant admiration et curiosité professionnelle. « Petite, dit-il doucement, puis-je te demander où tu as étudié ? Ton professeur doit être extraordinaire. » Chloé le regarda droit dans les yeux et, l'espace d'un instant, laissa toute la douleur des 4 dernières années se refléter dans son regard. « Ma grand-mère m'a enseigné, répondit-elle simplement. Elle disait que la musique était la seule chose que personne ne pourrait m'enlever. » Cette réponse frappa Monsieur Léger comme un coup de tonnerre. Une grand-mère, pas un conservatoire coûteux, l'amour familial, pas un privilège acheté, un talent cultivé à la maison, pas dans des institutions d'élite. Tout ce qu'il croyait savoir sur la façon dont l'excellence musicale était créée était remis en question par une enfant de 12 ans qui venait de redéfinir ses attentes en matière de grandeur. Alors que la salle résonnait encore d'admiration réticente, Chloé savait qu'elle avait franchi une ligne. Elle ne pouvait plus prétendre être simplement une enfant perdue, mendiant de la nourriture. Sa musique en avait trop révélé, avait promis trop. Maintenant que tous les regards étaient braqués sur elle et que la tension flottait dans l'air comme un parfum dense, elle devait décider jusqu'où elle était prête à aller dans cette révélation. Et si elle était prête à montrer à ces personnes privilégiées ce qu'un enfant sans valeur pouvait réellement accomplir lorsque la musique s'exprimait à travers son âme avec la force de génération de rêves refusés. Monsieur Léger s'approcha du violon, à pas prudents, comme s'il s'approchait de quelque chose de sacré. « Jeune fille, dit-il, la voix légèrement tremblante, quel est votre nom complet ? » « Clara Moreau, répondit-elle, conservant le même calme dont elle avait fait preuve toute la soirée. Ce nom frappa Monsieur Léger comme un coup de tonnerre. Ses yeux s'écarquillèrent, et il recula d'un pas. « Moreau, Élise Moreau. Vous êtes la petite fille d'Élise Moreau. » Chloé acquiesça silencieusement, et Monsieur Léger se couvrit le visage de ses mains. « Mon Dieu, murmura-t-il. Élise Moreau était l'une des plus grandes violonistes que ce pays ait jamais connues. Elle aurait dû jouer dans les meilleurs orchestres du monde, mais sa voix se brisa, chargée d'une douleur ancienne. Valérie observait l'échange avec une inquiétude grandissante. « Antoine, de quoi parlez-vous ? Qui est Élise Moreau ?» Monsieur Léger se tourna vers elle avec une expression mêlant incrédulité et dégoût. « Valérie, Élise Moreau était une légende dans le milieu musical, une virtuose dont la carrière a été brisée par un accident et l'indifférence de ceux qui auraient dû la soutenir. Elle a ensuite formé des dizaines de musiciens professionnels, mais son talent n'a jamais été pleinement reconnu par l'establishment. » La foule murmura. Certains reconnaissèrent le nom, se souvenant de cette étoile filante du violon.
Élise Moreau était considérée dans les cercles musicaux comme une maîtresse capable de transformer n'importe quel élève dévoué en un artiste exceptionnel. Mais c'était il y a des décennies, dit Valérie, sa voix semblant de plus en plus défensive. Et même si cette histoire est vraie, cela ne change rien au fait qu'elle soit une sans-abri qui a perturbé mon événement privé. C'est alors que Chloé se leva de l'estrade. Pour la première fois de la soirée, elle laissa sa véritable personnalité s'exprimer pleinement. Son attitude soumise disparut, remplacée par une dignité inébranlable qui fit reculer inconsciemment plusieurs personnes dans la pièce. « Madame de Montaigne, dit Chloé d'une voix claire et ferme, vous avez raison sur un point, je ne devrais pas être ici ce soir. » Elle fit une pause, laissant le silence s'installer. « Je devrais être à la salle Pleyel, à Paris, où j'ai un récital prévu la semaine prochaine. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. Valérie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Je m'appelle Clara Moreau, poursuivit-elle, et je suis la plus jeune violoniste classique à avoir été acceptée dans le programme des jeunes artistes du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Je suis également l'actuelle championne nationale de violon classique pour les moins de 15 ans. » Elle fit une nouvelle pause, laissant le temps à l'information d'être assimilée. « Si je suis ici ce soir, ce n'est pas parce que j'ai besoin de nourriture ou d'argent. Mon frère Léo n'est pas malade, il est en sécurité chez notre tante, j'ai un compte bancaire bien fourni et un logement stable. Je suis ici pour une autre raison. » Monsieur Léger observait, fasciné, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. « Le documentaire, murmura-t-il. « Vous réalisez un documentaire. » Chloé acquiesça. « Exactement. Je collabore avec France Télévisions sur un documentaire sur les préjugés et l'accès aux arts. Ma productrice m'a suggéré de participer à des événements caritatifs pour l'éducation artistique en me faisant passer pour une jeune fille sans ressources afin de documenter la façon dont les personnes privilégiées traitent réellement ce qu'elles considèrent comme inférieur. » La révélation tomba comme une bombe dans la salle. Valérie sentit tout le sang se retirer de son visage. « Vous nous filmez. Des caméras cachées, confirma Chloé calmement. Audio et vidéo haute définition. Tout ce qui s'est passé ici ce soir a été filmé pour être diffusé à la télévision nationale et sur ma chaîne YouTube. » Valérie regarda désespérément autour d'elle, à la recherche de caméras, de tout signe indiquant qu'il s'agissait d'une cruelle blague. Elle sortit son téléphone, ses doigts tremblants, pour vérifier les dernières Instagram Stories de ses amis. Elle vit des vidéos d'elle-même, riant de Chloé, avec des légendes moqueuses. Elle réalisa l'ampleur de la catastrophe. « C'est illégal. Vous ne pouvez pas nous filmer sans notre consentement. » En fait, intervint Monsieur Léger, la voix chargée d'une sombre satisfaction. « Vous avez signé des autorisations d'image en entrant. Il est clairement indiqué sur le billet que cet événement pourrait être filmé à des fins documentaires et de promotion. » Je suis sûr que personne n'a lu les petits caractères. La foule commença à s'agiter, les gens chuchotant frénétiquement entre eux, certains sortant déjà leur téléphone portable pour vérifier leurs billets. La panique était palpable. Chloé sortit de son sac à dos un petit boîtier. « Ceci est mon enregistreur principal. J'ai aussi un micro-caméra dans mon collier et mon téléphone a tout enregistré. J'ai même des captures d'écran de vos messages WhatsApp, Madame de Montaigne, où vous vous moquez de la petite mendiante et de son violon de clochard. » Elle brandit son téléphone, montrant un écran où s'affichaient des conversations compromettantes. Valérie tremblait de rage et d'humiliation. « Vous nous avez trompés, c'est de la manipulation. » « J'ai demandé à jouer en échange de nourriture, répondit Chloé avec un calme dévastateur. Vous avez choisi de répondre avec cruauté et condescendance. J'ai simplement documenté vos vraies personnalités alors que vous pensiez qu'il n'y aurait pas de conséquences. » Monsieur Léger s'approcha de Chloé avec un profond respect. « Puis-je vous demander ce que vous comptez faire de cet enregistrement ? » Le documentaire sera diffusé à l'échelle nationale le mois prochain, expliqua Chloé. Mais j'ai également créé une chaîne YouTube où je publie des versions plus courtes de ces expériences sociales.
Ma dernière vidéo, filmée lors d'un événement similaire à Lyon, compte actuellement 2,5 millions de vues. Valérie sentit ses jambes fléchir. 2 millions. Les gens adorent de voir l'hypocrisie être exposée, dit Chloé, un petit sourire dévastateur jouant sur ses lèvres. Surtout quand elle vient de personnes qui se prétendent vertueuses tout en pratiquant les préjugés qu'elles prétendent combattre. La foule observait avec horreur, tandis que Valérie faisait face à la réalité de sa situation. En quelques jours, sa cruauté serait vue par des millions de personnes. Son nom serait à jamais associé au type de préjugés et d'élitisme qu'elle avait si clairement démontré. Madame de Montaigne, dit Chloé en s'adressant directement à l'organisatrice de l'événement, vous avez passé toute la soirée à me dire que les gens comme moi ne méritent pas d'être dans des endroits comme celui-ci, que nous n'avons ni valeur, ni talent, ni droit de participer à la haute culture. Sa voix prit une force qui fit taire toute la salle. Demain, le monde entier verra exactement le genre de personne que vous êtes vraiment. Valérie essaya de parler, mais les mots ne sortaient juste pas. L'ampleur de son humiliation publique imminente était tout simplement trop grande pour qu'elle puisse la supporter. Monsieur Léger regarda autour de lui, voyant la panique sur les visages des autres invités. Combien d'autres événements avez-vous filmés ? C'est le 12e, répondit Chloé. Et c'est toujours la même chose, des gens qui disent apprécier l'art et l'éducation, mais qui jugent et rejettent immédiatement le talent sur la seule base des apparences. Elle se tourna vers Valérie une dernière fois. La différence entre vous et moi, Madame de Montaigne, c'est que lorsque ma grand-mère est décédée et que j'ai dû me battre pour ma place, j'ai appris que la dignité ne vient pas de l'argent ou du statut social. Elle vient de la façon dont nous traitons les autres êtres humains lorsque nous pensons que personne ne nous observe. Le silence dans la salle était assourdissant. Chaque personne présente savait que ses paroles et ses actions de cette soirée seraient bien jugées par des millions d'inconnus, et la plupart savaient qu'il n'y avait aucune défense possible pour ce qu'elles avaient montré. Alors que Chloé récupérait discrètement son petit appareil d'enregistrement caché dans son sac à dos, une question flottait dans l'air lourd de l'hôtel royal. Combien d'autres personnes privilégiées et pleines de préjugés avaient découvert trop tard que la jeune fille qu'elles avaient méprisée avait le pouvoir de révéler leur vraie nature au monde entier. Le moment de la vérité approchait et la vengeance de Clara Moreau serait une symphonie inoubliable. Le silence assourdissant dans la salle de l'Hôtel Royal était désormais remplacé par un bourdonnement de panique. Les invités chuchotaient, leurs regards fuyant ceux de Valérie, puis se posant avec une nouvelle curiosité, presque de la peur, sur Clara. La révélation de sa véritable identité et de son projet de documentaire avait transformé l'ambiance, passant de l'arrogance à une anxiété palpable. Valérie, livide, tentait de reprendre le contrôle, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Ses mains tremblaient, son chignon parfait commençait à se défaire. C'est une manipulation, une machination. Réussit-elle à articuler, sa voix brisée par la rage et l'humiliation. J'ai demandé à jouer en échange de nourriture, répéta Clara, son calme contrastant brutalement avec la fureur de Valérie. Vous avez choisi de répondre avec cruauté et condescendance. J'ai simplement documenté vos vraies personnalités alors que vous pensiez qu'il n'y aurait pas de conséquences. Chaque rire, chaque insulte, chaque regard méprisant. Tout a été enregistré, y compris vos charmantes discussions sur WhatsApp, Madame de Montaigne, où vous planifiez de me donner une leçon et de me remettre à ma place. Clara brandit son téléphone, montrant l'écran où des messages compromettants s'affichaient clairement, visibles pour quiconque se tenait assez près. Des murmures horrifiés parcoururent la foule. Monsieur Léger, à ses côtés, sentait une satisfaction profonde. Il avait toujours détesté l'hypocrisie de Valérie et de son cercle. Les petites lignes de vos contrats de gala sont très claires, Madame de Montaigne, ajouta-t-il, un sourire ironique aux lèvres. En signant, tous les invités ont donné leur consentement pour être filmés à des fins documentaires.
Personne ne lit jamais les petits caractères, n'est-ce pas? La panique s'intensifia. Plusieurs invités sortirent main frénétiquement leur téléphone pour vérifier leurs billets électroniques, leur visage se décomposant à la lecture des clauses. L'ampleur de la catastrophe commençait à peine à se révéler. Valérie, se sentant piégée, tenta une dernière manœuvre désespérée. « Vous ne ferez pas ça. Je vais vous poursuivre en justice. Je ferai en sorte que vous ne jouiez plus jamais de violon. » Son visage était déformé par la haine. « Je connais des gens haut placés, des juges, des avocats. Votre carrière sera finie avant même d'avoir commencé. » Clara la regarda s'ensiller, son calme inébranlable. « Vous êtes libre d'essayer, Madame de Montaigne. Mais avant de le faire, je vous suggère de regarder la diffusion de mon documentaire, L'écho de la vérité, sur France Télévisions le mois prochain. Ou peut-être préférerez-vous les versions plus courtes, déjà disponibles sur ma chaîne YouTube, qui ont déjà cumulé des millions de vues. Votre réputation est déjà en train de s'effondrer plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. » Le docteur Léger, maintenant pleinement allié à Clara, intervint. « Et n'oubliez pas, Valérie, qu'Élise Moreau, la grand-mère de Clara, a été injustement écartée des plus grandes scènes de ce pays. Son talent a été étouffé par des préjugés. Clara est ici pour s'assurer que l'histoire ne se répète pas, et pour rendre justice à sa grand-mère. » La mention d'Élise Moreau, cette légende oubliée, ajouta une couche de culpabilité à l'humiliation de Valérie. Elle savait que de nombreux invités, même s'ils ne l'admettaient pas, respectaient le nom d'Élise Moreau. Les jours qui suivirent furent un tourbillon pour Valérie. Les articles de presse commencèrent à paraître, d'abord discrets, puis de plus en plus virulents, alimentés par les extraits du documentaire que Clara publiait sur YouTube. Les commentaires sous les vidéos étaient un déluge de rage et de dégoût envers Valérie et son attitude. Son téléphone ne cessait de sonner, mais ce n'était plus des invitations à des galas, mais des annulations de contrats, des démissions de membres de son conseil d'administration, des messages de haine. Son compte Instagram, autrefois vitrine de sa vie parfaite, était inondé de commentaires négatifs. Des captures d'écran de ses messages WhatsApp, révélant ses pires pensées, circulaient comme une traînée de poudre. Le point culminant de son humiliation arriva une semaine plus tard. Valérie avait organisé un événement privé, une sorte de contre-gala pour tenter de redorer son blason, invitant seulement ses amis les plus fidèles et les plus influents. Elle espérait que, loin des caméras, elle pourrait se justifier et retrouver un semblant de respect. Mais Clara avait anticipé. Grâce à des informations discrètement glanées par Monsieur Léger, elle savait où et quand cet événement aurait lieu. Ce soir-là, alors que Valérie levait son verre pour porter un toast à la résilience de l'élite face aux attaques calomnieuses, son téléphone vibra, puis celui de son ami, puis celui de tous les invités. Des notifications Instagram s'affichèrent sur chaque écran, montrant une nouvelle vidéo postée par Clara Moreau. Cette fois, ce n'était pas un extrait du gala. C'était une compilation de messages WhatsApp de Valérie, d'enregistrements audio de ses conversations privées où elle se moquait des enfants défavorisés, de captures d'écran de ses relevés bancaires prouvant qu'elle détournait des fonds de sa propre fondation Lumière d'Espoir pour ses dépenses personnelles. La vidéo était intitulée « L'ombre derrière les lumières d'espoir ». La pièce fut plongée dans un silence glacial. Les visages des invités, d'abord curieux, se transformèrent en masques d'horreur et de dégoût. Ils comprirent que Valérie n'était pas seulement arrogante, elle était corrompue, les preuves étaient irréfutables, accablantes. Les regards se tournèrent vers Valérie, non plus avec de la panique, mais avec une colère froide. Elle essaya de crier, de nier, mais les mots ne sortaient pas. Son monde s'effondrait sous ses yeux, non pas à cause d'une seule performance de violon, mais à cause de ses propres actions, de ses propres paroles, méticuleusement documentées par la jeune fille qu'elle avait tant méprisée. Clara, de son côté, était seule dans son petit appartement, son violon posé à côté d'elle. Elle regardait les notifications de sa chaîne YouTube s'envoler, les millions de vues s'accumuler, les commentaires de soutien affluaient du monde entier.
elle avait envoyé la dernière vidéo, le coup de grâce, à Monsieur Léger, qu'il avait aussitôt transmise à des journalistes d'investigation. Elle avait également prévenu un avocat spécialisé dans les fraudes caritatives. Elle n'avait pas ri, elle n'avait pas jubilé. Une tristesse profonde l'envahissait, celle de voir la laideur de l'âme humaine, mais aussi une immense satisfaction. Justice allait être rendue, non seulement pour elle, mais pour tous les enfants que Valérie avait prétendu aider. Elle prit son violon, son vieil ami fidèle. Demain, elle n'aurait plus à se cacher. Demain, ils apprendraient qui elle était vraiment et le masque allait enfin tomber, révélant la vérité au grand jour. Le monde de Valérie de Montaigne s'était effondré en quelques jours, non pas avec un fracas, mais avec le son insidieux des notifications de téléphone. Les messages de haine sur Instagram, les annulations de contrats par WhatsApp, les articles de presse dévastateurs citant les vidéos de Clara Moreau. Elle était devenue la risée de Paris, le symbole de l'hypocrisie et de la corruption de l'élite. Son téléphone, autrefois son meilleur ami, était devenu son bourreau. Elle avait tenté de se défendre, de crier au complot, mais les preuves accumulées par Clara étaient trop accablantes. Les relevés bancaires de la fondation, ses propres messages, ses rires moqueurs, tout était là, en ligne, pour que des millions de personnes le voissent. Pourtant, Valérie, dans un dernier sursaut d'orgueil, refusait de plier. Elle était convaincue qu'elle pouvait encore inverser la tendance, que sa fortune et ses contacts la sauveraient. Elle avait appelé ses avocats, des requins du barreau, pour qu'ils intentent des procès pour diffamation contre Clara et Monsieur Léger. Elle avait même tenté de faire supprimer les vidéos de YouTube, arguant d'une violation de sa vie privée, mais l'équipe de France Télévisions avait déjà pris le relais, protégeant le contenu et préparant la diffusion nationale du documentaire. Dans son esprit tordu, Valérie pensait que la meilleure défense était l'attaque. Elle planifiait un nouveau coup d'éclat, une ultime tentative de discréditer Clara, de la faire passer pour une manipulatrice assoiffée de célébrité. Pendant ce temps, Clara, dans le calme de son appartement, finalisait ses préparatifs. Monsieur Léger était devenu un allié inestimable. Il l'avait mise en contact avec Maître Dubois, une avocate réputée pour son intégrité et sa ténacité dans les affaires de fraude caritative. Maître Dubois avait passé des jours et des nuits à éplucher les documents fournis par Clara, les relevés bancaires de la fondation, les factures gonflées, les contrats douteux, les témoignages d'anciens employés de Valérie, tout concordait. Valérie de Montaigne avait systématiquement détourné des fonds destinés aux enfants pour financer son train de vie extravagant. Clara avait également rencontré une journaliste d'investigation de renom, Sophie Laurent, qui travaillait pour un grand quotidien national. Sophie était fascinée par l'histoire de Clara et par la méthode audacieuse qu'elle avait employée pour démasquer l'hypocrisie. Ensemble, elles avaient préparé un article choc, prêt à être publié au moment précis de la diffusion du documentaire. Clara avait également mis en place un système de diffusion en direct sur sa chaîne YouTube. Pour un Q&A, questions-réponses après le documentaire, où elle pourrait répondre aux questions du public et partager son expérience. Elle avait même préparé une liste de contacts, des associations d'aide aux enfants, des conservatoires, pour orienter les dons et l'attention médiatique vers de véritables causes. Les dernières 24 heures avant la diffusion étaient empreintes d'une tension palpable. Clara se sentait étrangement calme, une paix intérieure remplaçant la peur et l'incertitude des années passées. Elle avait revu toutes les séquences, chaque moment d'humiliation, chaque rire moqueur. Elle avait même relu les vieux journaux intimes de sa grand-mère, Élise Moreau, où elle décrivait la douleur de l'exclusion, le poids des préjugés. Ses souvenirs n'étaient plus une source de tristesse, mais un carburant pour sa détermination. Elle se souvenait des paroles de sa grand-mère. La musique est ta vérité, Clara. Elle ne ment jamais. Valérie, elle, était loin de se douter de l'ampleur de la tempête qui s'abattait sur elle. Elle avait organisé une conférence de presse, se posant en victime
d'une campagne de diffamation orchestrée par une enfant jalouse et manipulatrice. Elle avait même fait venir son propre expert pour discréditer les vidéos de Clara, affirmant qu'elles étaient montées et falsifiées. Elle avait dépensé des dizaines de milliers d'euros pour cette opération de communication de la dernière chance, convaincue que sa fortune lui permettrait d'acheter la vérité. Elle avait même posté des stories Instagram souriantes avec des légendes comme « La vérité finira toujours par éclater, mes chéris. Ne laissez pas la jalousie vous aveugler. » Ironie du sort, ces dernières publications seraient les dernières preuves de son aveuglement. Monsieur Léger, Maître Dubois et Sophie Laurent étaient en contact constant avec Clara, via une discussion cryptée sur WhatsApp. Les messages s'échangeaient rapidement. Tout est prêt pour la diffusion, l'article est validé, il sera en ligne à minuit. Les autorités sont prévenues, elles interviendront dès que les preuves seront publiques. Chaque membre de cette alliance inattendue tenait son rôle. Un engrenage complexe de justice en mouvement. Clara avait même reçu un SMS d'une ancienne employée de Valérie, prête à témoigner sous serment des fraudes de la fondation. C'était le dernier maillon manquant. La veille de la diffusion, Clara se tint devant la fenêtre de son appartement, observant les lumières de Paris scintiller. Elle tenait dans sa main une vieille photo jaunie de sa grand-mère, Élise, son violon à la main, un sourire radieux sur le visage. Elle pensait à Léo, son petit frère imaginaire, le prétexte de sa première demande, et à tous les vrais Léo du monde, ceux qui souffraient en silence. Elle avait le pouvoir de changer les choses, non pas par la violence, mais par la vérité. Elle avait transformé sa propre douleur en une arme puissante, sa musique en un cri de justice. Elle prit son violon, son fidèle compagnon, et commença à jouer, non pas la campanella, mais une mélodie douce et mélancolique, une composition de sa grand-mère. C'était une prière, une promesse, un hymne à la résilience. Elle savait que dans quelques heures, son monde et celui de Valérie allaient basculer. Le monde entier allait voir la vérité. Le temps était venu, le jour J était arrivé. Paris s'éveillait sous un ciel gris, mais pour Clara, c'était le lever d'un nouveau soleil. Valérie de Montaigne, dans son dernier acte de bravade, avait organisé une émission spéciale sur une chaîne de télévision privée, se présentant comme la victime d'une campagne de diffamation sans précédent. Elle avait invité quelques-uns de ses amis, les plus influents, des journalistes complaisants, et même un expert en analyse vidéo pour prouver que les enregistrements de Clara étaient falsifiés. Elle était assise sur un canapé luxueux, son chignon impeccable, son sourire forcé, prête à jouer son dernier rôle. À quelques kilomètres de là, dans les coulisses de France Télévisions, Clara était prête. Elle portait une robe simple mais élégante, son violon à la main. Monsieur Léger était à ses côtés, son regard bienveillant et fier. Maître Dubois, l'avocate, était en liaison téléphonique avec les autorités, prête à donner le signal. Sophie Laurent, la journaliste, attendait le feu vert pour publier son article explosif. Le documentaire L'écho de la vérité était sur le point d'être diffusé. L'émission de Valérie commença. Elle parla avec une fausse émotion de son dévouement aux enfants, de la cruauté de cette petite mendiante qui avait osé ternir son nom. L'expert en vidéo démontra, avec des graphiques complexes, que les images étaient manipulées. Les amis de Valérie la soutinrent, dénonçant l'ingratitude et la jalousie. Valérie se sentait en pleine possession de ses moyens, convaincue d'avoir repris le contrôle du récit. C'est alors que, sans crier gare, les écrans de télévision de toute la France, y compris celui du plateau de Valérie, basculèrent. Le logo de France Télévisions apparut, suivi du titre « L'écho de la vérité ». Le silence tomba, lourd de présages. Le documentaire commença par des images du grand salon de l'Hôtel Royal, la soirée du gala. On y voyait Valérie, son sourire condescendant, sa voix glaciale, rejetant la petite Chloé. Puis les rires moqueurs des invités. La caméra cachée de Clara, d'une qualité d'image stupéfiante, montrait chaque détail, chaque expression de mépris.
Sur le plateau de son émission, Valérie blêmit. Ses amis commencèrent à s'agiter. L'expert en vidéo tentait de dire quelque chose, mais sa voix était inaudible. Le documentaire continua, montrant la performance époustouflante de Clara au violon, les regards stupéfaits des invités, les applaudissements de Monsieur Léger. Puis, la voix de Clara, calme et claire, expliqua son identité, son lien avec Élise Moreau et le but de son expérience sociale. La bombe était lâchée, mais le pire était à venir. Le documentaire enchaîna avec les preuves irréfutables de la fraude. Des extraits des messages WhatsApp de Valérie, affichés en grand écran, où elle se moquait des enfants, planifiait des détournements de fonds. Des relevés bancaires de la fondation Lumière d'Espoir, montrant des transferts massifs vers les comptes personnels de Valérie, des dépenses somptueuses pour des bijoux, des voyages, des robes de créateurs, des enregistrements audio de Valérie riant de sa naïveté à propos de la charité. Des témoignages d'anciens employés, le visage flouté mais la voix pleine de rage, racontant comment Valérie les avait forcés à falsifier des documents. Sur le plateau, Valérie était figée, son visage blanc comme un linge. Ses yeux étaient écarquillés d'horreur. Elle essayait de se lever, de fuir, mais ses jambes ne répondaient plus. Ses amis, autrefois si loyaux, se reculaient d'elle, leur visage exprimant un mélange de choc et de dégoût. Le journaliste complaisant tentait de changer de sujet, mais la régie avait coupé son micro. L'expert en vidéo avait disparu. Le documentaire se termina par un message puissant de Clara. La dignité ne vient pas de l'argent ou du statut social. Elle vient de la façon dont nous traitons les autres êtres humains lorsque nous pensons que personne ne nous observe. La musique est ma vérité. Et aujourd'hui, cette vérité a enfin éclaté. À l'instant même où le documentaire se terminait, l'article de Sophie Laurent était publié en ligne, reprenant toutes les preuves avec des détails encore plus accablants. Les réseaux sociaux explosèrent. Le hashtag l'écho de la vérité devint instantanément numéro 1 mondial. Des millions de personnes partageaient, commentaient, exprimaient leur rage contre Valérie et leur admiration pour Clara. Des milliers de messages de soutien inondèrent la chaîne YouTube de Clara. Sur le plateau de son émission, Valérie était en larmes, non pas de remords, mais de fureur et d'humiliation. Elle comprit que tout était fini. Sa réputation, sa fortune, sa vie. Tout s'écroulait en direct, sous les yeux de millions de téléspectateurs. Des agents de police, alertés par Maître Dubois, firent irruption sur le plateau. « Madame de Montaigne, nous avons un mandat d'arrêt pour fraude et détournement de fonds. » Les menottes claquèrent. Valérie fut emmenée, son visage déformé par la haine et le désespoir, sous les flashs des photographes et les caméras qui continuaient de filmer. Au même moment, Clara, sur le plateau de France Télévisions, reçut une ovation debout. Les larmes coulaient sur son visage, mais c'étaient des larmes de soulagement, de joie, de victoire. Elle avait rendu justice à sa grand-mère, à tous les enfants ignorés et à elle-même. Elle avait prouvé que le talent et la dignité ne connaissent ni couleur, ni classe sociale, ni code postal. Elle avait transformé sa souffrance en une symphonie de vérité. La vérité avait enfin éclaté, et rien ne serait plus jamais comme avant. Justice était rendue, mais ce n'était que le début de leur chute. La chute de Valérie de Montaigne fut aussi spectaculaire que son ascension. Le documentaire, L'écho de la vérité, devint un phénomène national, puis international. Les millions de vues sur YouTube se transformèrent en dizaines de millions. Les commentaires de soutien à Clara se comptant par centaines de milliers. L'émission spéciale de France Télévisions fut un record d'audience, suivi par des millions de foyers. L'article de Sophie Laurent fit la une de tous les journaux, révélant en détail l'étendue de la fraude et l'hypocrisie de Valérie. Les conséquences furent immédiates et dévastatrices pour Valérie. Arrêtée en direct, elle fut inculpée de fraude aggravée, de détournement de fonds et d'abus de confiance. Le procès fut médiatisé, chaque détail sordide de sa vie et de ses malversations étant exposé au grand jour. Maître Dubois, avec les preuves irréfutables fournies par Clara,
démantela méthodiquement sa défense. Valérie fut condamnée à plusieurs années de prison ferme et à une amende colossale. Ses biens furent saisis pour rembourser les fonds détournés de la fondation. Son appartement luxueux fut vendu, ses bijoux confisqués. Ses amis l'abandonnèrent, son mari demanda le divorce, et ses enfants, honteux, coupèrent les ponts. Valérie de Montaigne, autrefois reine de la haute société parisienne, devint un paria, son nom synonyme de scandale et de corruption. Elle fut l'incarnation de la chute de l'arrogant, son empire s'étant effondré sous le poids de sa propre cruauté. Pour Clara, la vie prit une tournure inattendue. Le monde entier découvrit non seulement son histoire, mais aussi son talent prodigieux. Les plus grands conservateurs du monde lui offrirent des bourses. Les orchestres les plus prestigieux l'invitèrent à jouer. Elle signa un contrat avec une maison de disques renommée et son premier album, composé de pièces classiques et de quelques compositions de sa grand-mère Élise, fut un succès planétaire. Monsieur Léger devint son mentor officiel, l'aidant à naviguer dans le monde exigeant de la musique classique professionnelle. L'Hôtel Royal, embarrassé par cette exposition publique, créa un programme de bourse pour les jeunes musiciens défavorisés, nommant Clara ambassadrice officielle. Le documentaire L'écho de la vérité fut nominé pour plusieurs prix internationaux et remporta un Emmy. Netflix proposa de développer une série basée sur son histoire, et Clara accepta, à condition que le message de justice et d'égalité soit préservé. Elle utilisa sa nouvelle célébrité et sa fortune pour créer la fondation Élise Moreau, dédiée à l'accès à l'éducation musicale pour les enfants de tous horizons. Son petit frère Léo, bien réel cette fois, fut le premier bénéficiaire d'une bourse, et Clara s'assura que des milliers d'autres enfants puissent réaliser leurs rêves musicaux. 3 ans plus tard, Clara Moreau, à seulement 15 ans, faisait ses débuts en tant que soliste au Carnegie Hall de New York, puis à la salle Pleyel à Paris. Elle jouait avec une passion et une profondeur qui touchèrent les âmes. Sur scène, avant son rappel, elle prit la parole. Cette histoire nous rappelle que la dignité et le talent ne s'achètent pas avec de l'argent, ne s'héritent pas avec un nom de famille et ne se mesurent certainement pas à la couleur de la peau ou à l'adresse d'où l'on vient. La musique ne connaît ni couleur, ni classe sociale, ni code postal. Elle ne connaît que la vérité et la passion. Et quand vous avez les deux, aucune barrière ne peut vous arrêter. L'impact du documentaire et de l'histoire de Clara transcendait le divertissement. Des écoles de musique, à travers le pays, lancèrent des programmes communautaires, des conservatoires revirent leur processus d'admission, et des centaines de jeunes talents issus de communautés défavorisées bénéficièrent d'opportunités qui leur étaient auparavant refusées. La loi sur la transparence des fondations caritatives fut renforcée, surnommée la loi Clara Moreau, pour éviter de nouvelles fraudes. La justice avait triomphé et Clara était devenue un symbole mondial d'espoir, de résilience et de vérité. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera droit au cœur.